Un petit sujet, c'est un article que j'ai trouvé qui m'a amusé dans la revue Challenge qui s'appelle Un passeport vaccinal vite. Alors, je vous lis quelques extraits de l'article. C'est une dame qui s'appelle Guylaine Hautenemer, je ne sais pas qui c'est. J'avoue, je n'ai pas cherché sur Internet. Un badge vert et tout redevient possible. Restaurant, piscine, concert, salle de sport. Avec un taux de 50% de vaccinés, Israël programme peu à peu un retour à la normale. Cette situation fait rêver. En France, la déprime dure. Après un an de confinement, de couvre-feu et d'attestation, toujours pas de ligne d'arrivée en perspective. Pourtant, pas question pour le gouvernement d'envisager l'instauration d'un passeport vaccinal. Avec un taux de vaccination de 2%, une telle mesure n'est pas envisageable, mais il faut s'y préparer. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, désireuses de sauver leur industrie touristique, militent en faveur d'un certificat de vaccination européen. La Suède et le Danemark ont annoncé la mise en place de certificats électroniques destinés au voyage à l'étranger. Depuis le début de la pandémie, la France, soucieuse d'égalité et respectueuse des protocoles en tout genre, s'est montrée plus que prudente, timorée. Et la conclusion, c'est peu à peu, il faut sortir d'une vision trop jacobine, trop égalitaire et instaurer des dispositifs agiles, locaux, ciblés. Oui, certes, ce n'est pas très éthique d'instaurer un passeport aux seuls vaccinés, mais est éthique de laisser mourir des professions entières dans la restauration, la culture, les loisirs. Il faut bien sûr accélérer tant que possible la campagne de vaccination, mais en même temps préparer un dispositif efficace et redonner espoir. Alors, bon, ça m'a inspiré un certain nombre de réflexions que je vous soumets, et puis on lancera la discussion. Le lien de la pandémie Covid-19 avec l'égalité. Est-ce qu'il y a égalité des droits, égalité des charges? Alors, un des problèmes majeurs, c'est quand même l'égalité devant la vaccination. Il y a un problème lié non pas à la pénurie, mais au faible nombre des vaccins accessibles. Et puis, problème lié à la stratégie vaccinale, puisque la situation, enfin, la stratégie adoptée par la France a été, pour des raisons éthiques, de favoriser la vaccination en priorité, la vaccination des personnes présentant le plus de risques de présenter des formules, enfin pas des formules, des formes graves d'atteinte. Par ailleurs, on a conservé le libre choix de se faire vacciner ou non. Mais bon, est-ce qu'il y a là une rupture de l'égalité? J'avoue que la question de l'égalité liée à un certificat vaccinal me hérisse un peu les quelques cheveux qui me restent, parce que après tout, à partir du moment où les gens sont libres de se faire ou de ne pas se faire vacciner, ben, il leur appartient d'en assumer les conséquences, me semble-t-il. C'est un point de vue strictement personnel sur lequel je suis prêt à discuter. Alors, deuxième catégorie de réflexion qui est moins importante, qui est le lien de la pandémie avec la liberté, l'exercice de la liberté face au danger de la contagion, la liberté d'aller et de venir, liberté de se rencontrer, liberté, etc. Et en contrepartie de cela, les problèmes de cohésion sociale que cela pose. Alors, ensuite, un troisième chapitre, pandémie et économie, parce qu'il a fallu préserver les hommes, parce que les hommes sont quand même des moteurs de l'économie, même si l'économie fonctionne avec des capitaux et des machines, elle fonctionne essentiellement avec des hommes, s'il n'y avait pas tout cela. Et puis, en même temps, il faut aussi préserver l'économie comme facteur de production. Et là, cela a mis en relief tous les écueils liés à la mondialisation, avec notamment les réactions de fermeture des frontières qu'ont adopté les États. Autre problème qui est le problème de l'autosuffisance et à quel niveau doit-elle se situer. Ça fait penser aux époques les plus anciennes, les plus reculées, où il fallait être autosuffisant autour de son village quasiment, alors que là, nous avions pris l'habitude d'être autosuffisant à l'échelon d'un pays et même maintenant à l'échelon du monde. Et puis enfin, le problème des dispositifs mis en place.
Alors certes, il y a une centralisation, et je vois mal comment la centralisation pouvait être évitée. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, pouvait être évitée parce que On ne voit plus. les mesures. Comment? Non, mais c'est quelqu'un qui a dû toucher quelque chose, là, une manipulation C'est intempestive. quelqu'un qui a voulu partager son écran, mais voilà. C'est arrêté, je l'ai coupé. Oui. Donc, je pense que, compte tenu des atteintes aux libertés que représentent les mesures qui ont été prises, elles ne pouvaient être prises qu'à l'échelon centralisé, que ce soit dans un État comme le nôtre, à l'échelon gouvernemental, et même dans les États fédéraux. Je n'ai pas beaucoup de références, mais j'ai l'impression qu'en Allemagne, par exemple, toutes les décisions portant atteinte à l'exercice des libertés ont été prises au niveau du gouvernement fédéral et non pas dans les gouvernements des Länder. Même chose d'ailleurs, enfin c'est moins net aux États-Unis. Mais à l'inverse, en dépit de la centralité de certaines mesures, d'emblée, on a constaté qu'il existait une coopération entre les régions, et j'en prends pour témoin les transports de malades d'un hôpital à un autre, d'une région en tension à une région moins en tension, etc. Et puis, l'autre hypothèse qui, me semble-t-il, tombe sous le sens, qui est la différenciation des mesures en fonction de l'état d'avancement de l'épidémie suivant les zones. Mais ça pose un autre problème qui est celui de la circulation interzone. Et notamment, nous l'avons vu il n'y a pas très longtemps avec les problèmes entre les départements du nord-est de la France et l'Allemagne, qui est le problème des zones frontalières. Quand vous êtes dans un secteur à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres d'une limite, évidemment, c'est extrêmement pénalisant de se retrouver à l'interdiction de circuler. Alors, est-ce qu'il faudrait prévoir des zones de marge, etc. Enfin, vous voyez, on a toute une panoplie d'éléments de discussion. Donc, bonsoir Nadine. Je m'en remets à vous pour les différentes problématiques que j'ai essayé de soulever à partir de... Alors, s'il y a quelqu'un qui voulait défendre le problème d'égalité face au passeport vaccinal, je suis prêt à écouter. J'aimerais bien entendre des arguments là-dessus parce que moi, j'avoue que je ne suis pas convaincu. Alors, à vous la parole. La question de l'égalité, elle vient du nombre. En fait, quand on a proposé la vaccination en masse dans un État et qu'on souhaite y mettre un passeport vert, la question est moins discutable que quand on a vacciné 2 ou 3% d'une population et qu'on doit mettre un passeport vert, puisque là, effectivement, on ne peut pas dire à 98% des gens ou 95% des gens, vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose parce que vous n'avez pas été vacciné, du fait qu'on ne leur a pas proposé la vaccination. J'en suis entièrement d'accord, et c'était l'observation que je faisais au départ sur à la fois les problèmes de pénurie et les problèmes de stratégie. Il est certain qu'il est difficile d'imposer un certificat de vaccination à des catégories de Français qui, en raison de leur âge, n'ont pas pu accéder à la vaccination. Mais je crois que l'argument de l'égalité, il était surtout présenté par les gens qui ne veulent pas se faire vacciner et qui s'estiment discriminés parce qu'ils ne peuvent pas avoir de passeport vaccinal. Enfin, c'est comme ça que j'avais compris l'argumentation. Oui, j'ai compris comme ça aussi. Oui. Et j'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je me souviens à l'époque, bon, c'est ancien, où quand on voyageait à l'étranger, il fallait avoir des certificats de vaccination qui n'en finissaient plus, avec la fièvre jaune, avec je ne sais quelle autre maladie, et puis on n'avait pas le choix. C'était ça ou on n'allait pas à l'étranger. Ça me paraît être un peu la même chose. Ouais. Pierre? Oui, Pierre. Il faudrait lui donner la parole. Pascal, il a son micro fermé. Je peux simplement demander la réactivation du micro, mais je ne peux pas réactiver les micros des personnes. Ah, pardon, ça y est. voilà. Pierre? Oui, n'est-ce pas pour occuper les gens simplement? Parce que lorsque une certaine partie de la population sera vaccinée en France, on aura l'immunité collective.
des dessins où on arrivera à 60 ou 70%. Ça, Donc, le problème ne se pose pas intramuros, enfin, là, en France. Le problème se pose éventuellement pour se déplacer à l'étranger. Mais en France, il ne se posera pas. oui, mais est-ce que dans la zone intermédiaire, tu ne penses pas que ce serait… C'est parce que il faut voir qu'actuellement, il y a des quantités d'entreprises qui sont sous perfusion financière de l'État, c'est-à-dire de nous finalement. Et ces entreprises, moins de temps elles resteront sous perfusion financière, moins la facture sera élevée. Et oui, mais alors, on est à 3% de vaccinés, oui, c'est-à-dire avec les 2 injections, peu importe. Mais le problème du passeport vaccinal ne se pose pas, et il ne se posera pas. Bon. Parce que même à 50% de personnes vaccinées, on n'a pas le droit de dire aux 50 autres, vous êtes de côté, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas vaccinés. Oui, mais justement, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas vaccinés. Oui, d'accord. Mais s'ils ont la faculté d'accéder au vaccin et qu'ils le refusent, c'est leur affaire. Ah, mais donc le problème, il se posera au mois d'août ou septembre. Ah, mais oui, mais pas avant. On n'a pas dit comment ça se poserait avant. Certainement. Enfin, je ne sais pas. Mais je pense effectivement qu'il ne se posera que lorsque une vaccination, un pourcentage substantiel de personnes vaccinées sera réalisé. Mais est-ce actuellement, ce n'est pas d'actualité. Il y a d'autres choses. D'accord. Bien sûr. Pourquoi en parle-t-on alors? Oh, mais on en parle depuis longtemps, c'est pour ça. Alors j'ai vu cet article, ça m'a fait réagir. Mais si ça n'intéresse personne, je vous prie. C'est intéressant. Moi, je me demande si c'est pas une forme de dictature, de dictature sous-jacente déguisée. En fait, c'est la dictature vaccinale. On oblige les gens à se vacciner. Alors, on leur dit, bah non, on ne vous oblige pas à vous vacciner. Simplement, on va leur dire dans un deuxième temps, on ne vous accepte plus nulle part si vous n'êtes pas vacciné. Oui. Donc, finalement, c'est une forme de dictature vaccinale. Et on vous oblige à vous vacciner, sinon vous ne pourrez plus fréquenter un restaurant sauf en extérieur, vous ne pourrez plus aller dans un musée si on met en place, vous ne pourrez plus aller vous déplacer à l'étranger, etc., etc. Bon, j'extrapole un petit peu, je fais un peu de provocation, mais pour moi, c'est un peu une forme de… C'est liberticide. Oui, mais… La liberté, elle est celle de se faire vacciner ou pas. Mais pourquoi ne va… On en tire les conséquences, non? Enfin, je ne sais pas. Oui, Nadine. Oui, je dis, moi, je ne vois pas du tout une question de liberté là-dedans, un enjeu de liberté dans la vaccination. Je sais que c'est un argument qui est souvent mis en avant. Je veux avoir la liberté de me faire vacciner ou pas. Mais on prend ses Ça responsabilités. ne paraît pas d'une grande valeur parce que le processus de la vaccination, ce n'est pas un choix individuel. La vaccination, c'est un acte de santé publique. C'est pas un acte, c'est pas le fait d'aller faire ses courses et de choisir le yaourt à la fraise plutôt que le yaourt à la myrtille. Ça concerne vraiment tout le monde. Alors, et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quand on se fait vacciner pour autre chose, pour la polio, pour etc., on ne se pose pas de questions. On se fait vacciner, un point, c'est tout. Tandis que là, on se pose plein de questions sur chacun des vaccins. Les gens ne savent plus s'il y en a un de bon, l'autre mauvais, etc. Et ça leur fiche la trouille. Je pense qu'on leur a donné trop d'indications, personnellement. Parce que ce sont des vaccins d'un type nouveau. Jusqu'à maintenant. Oui, mais les premiers vaccins pour la polio, c'était d'un type nouveau. On n'a pas donné autant d'explications. Hein. Non. Oui, mais la situation était différente. Les vaccins d'origine, faisant intervenir l'ARN messager, sont quand même très nouveaux. On touche aux gènes. Donc là, le danger, la crainte de certains, c'est que ces ARN messagers qu'on injecte et qui sont là pour modifier, disons, la défense immunitaire, arrive finalement à pénétrer dans la chaîne de l'ADN. Voilà le risque et la crainte des gens. On a un médecin qui pourrait nous répondre là-dessus, ça serait bien, parce que ça ne rentre pas dans l'ADN. Ils ne sont pas tous d'accord.
Non, mais un médecin pourrait peut-être Jocelyne pourrait nous en parler, c'est elle peut-être la plus à même d'en parler. Il faudrait qu'elle mette le son. Il faudrait que vous mettiez votre micro, Jocelyne. Le micro, Jocelyne. on n'entend pas. On n'entend pas. Le micro. Le micro. Alors, j'essaye de lui demander la réactivation du micro. Voilà. Ah bon. Là, c'est bon, non? Ça y est, Voilà. c'est bon. Oui, Bien. Vous bon. m'entendez? Parfait. Oui. À Alors, partir de maintenant. Pour, par rapport au vaccin nouveau avec l'ARN messager, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quand même 30 ans presque qu'elle travaillait dessus. Hein. On nous a, enfin, il y a eu certains documentaires sur cette personne donc hongroise avec son mari qui a découvert ça. Ça fait 30 ans qu'elle travaillait dessus, donc c'est pas du tout quelque chose qu'on a créé en 6 mois. Ils avaient essayé sur d'autres maladies, malheureusement ça marchait pas, et là ça marche. Après, bon, j'ai laissé la biologie moléculaire peut-être depuis quelque temps, mais je pense qu'il n'y a aucun, normalement, l'ARN reste l'ARN messager, il ne se combine pas à l'ADN, parce que l'ADN est dans la cellule, alors que l'ARN, c'est autour du noyau. Donc, moi, on m'avait expliqué, si j'ai bien compris, que ça, l'histoire de la combinaison de l'ARN dans l'ADN, c'est pas possible, c'est impossible. Après, bon, moi, je suis comme le problème du facteur liberticide de cette vaccination, donc de ne pas la rendre obligatoire. Moi, je trouve que depuis 1 an, on a quand même pas mal de libertés aussi qui nous sont… Enfin, entre les 2 mois où on est resté enfermé et on ne pouvait pas… Entre là, le couvre-feu à 18h, enfin, on ne peut plus aller au cinéma, on peut plus… Enfin, pour les gens qui ne travaillent pas, alors les gens qui travaillent, c'est vrai qu'ils ont l'impression que rien ne change autour d'eux. Mais pour nous qui ne travaillons pas, il y a quand même plein de choses qu'on ne peut plus faire, et en particulier le contact social. On a du contact avec sa famille, et puis c'est tout. Enfin, si on veut respecter les fameuses règles. Donc, pour ce qui est de… Moi, je trouve au contraire que la vaccination arriverait à nous donner plus de liberté qu'on n'en a pas pour le moment. Mais bon, après, je suis convaincue du truc, donc je ne vais pas… Non, mais ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, quand vous me demandiez si vous pensiez qu'on allait la rendre obligatoire ou pas, je vous avais dit non, ils ne la rendront pas obligatoire. Et vous voyez, c'est bien ce qui s'est passé. Et en plus, ils ne cherchent même pas à la rendre obligatoire pour les soignants. Ils sont vraiment très réticents, quoi. Pourquoi ils sont réticents, les soignants? Parce qu'ils ont peut-être des informations différentes. Je ne suis pas sûre. Alors pourquoi? Parce que vous savez, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, et que moi, j'ai connu des soignants refusant la vaccination contre l'hépatite B, enfin bon, se faisant aussi beaucoup de… Non, je ne crois pas que c'est… Puis il y a aussi une question de sociologie. Il y a d'un côté les médecins et de l'autre les soignants. Et souvent, Oui. c'est une manière pour les soignants de s'affirmer disposer d'un savoir supérieur à celui des médecins, et donc de contester la pertinence de la vaccination. Voilà. Oui, et puis là, on retombe aussi dans cette maladie qui, pour les jeunes, enfin, du moins pour le moment, parce qu'avec le variant anglais, visiblement, les choses ont l'air de changer un peu, mais pour le moment, cette maladie, pour les jeunes, n'était pas si grave que ça. Donc, ils disent, plutôt que d'avoir de la fièvre 3 jours parce que vous allez me vacciner, eh ben, si j'ai le Covid et que j'ai la fièvre 3 jours, ou même pas, puisqu'il y en a des asymptomatiques qui n'ont rien du tout, eh ben moi, je préfère… voilà, c'est que pour eux, la maladie est tellement… Enfin, je ne sais pas que j'exagère quand je dis est tellement anodine, mais comme elle est plus anodine que pour certaines tranches d'âge, ils ne voient pas finalement ce qu'ils ont à gagner. Ils prennent un risque avec le vaccin alors qu'ils estiment qu'ils en ont moins à avoir la maladie ou à essayer de l'avoir. Mais c'est très délicat, et puis je ne sais pas comment ça va évoluer, parce que déjà, comme on ne peut pas vacciner vite et beaucoup de monde, on va rester dans la pandémie, hein, je ne sais pas.
je suis de moins en moins optimiste. Comme disait Pierre, tant qu'on n'aura pas vacciné une forte proportion de la population, Ben oui. on sera dans la pandémie, c'est évident. C'est Eh oui. évident. Mais je rebondis sur ce problème de... Ça me fait penser, vous savez, comme disait, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Nadine, la vaccination, c'est essentiellement un problème collectif, un problème de santé publique collectif. La seule difficulté que je vois, je me fais l'avocat du diable, hein, c'est que lorsque certaines vaccinations peuvent déclencher des effets secondaires gravissimes, ils se produisent une fois tous les 100 000 cas, mettons. Malheureusement pour vous, quand il vous tombe dessus, c'est 100%. Je veux dire, c'est en ce sens qu'on peut comprendre, que personnellement, je comprends des réticences. Ah ouais, c'est ça. Parce que on peut avoir la malchance d'être la victime de la vaccination. Ceci étant, moi, je me suis fait vacciner. Hein, je n'ai à cet égard aucune crainte, parce que précisément, je pense que l'enjeu en la matière est collectif. Oui, mais là, actuellement, la probabilité d'avoir la maladie, je pense qu'elle est supérieure à la probabilité d'avoir un accident grave. Mais tout à fait, mais bien sûr. Hein, Mais on bien est sûr. bien d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord, bien sûr. Et d'autant supérieur que vous êtes âgé, si j'ose dire, pardonnez-moi. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question du bénéfice-risque, si vous avez 80 ans ou 85 ans, ce n'est pas la même que si vous avez 25 ans. Parce que quand vous avez 25 ans, le risque que vous prenez, c'est pour tout le restant de votre vie. Bon, à 85 ans aussi, mais on peut penser que l'espérance de vie n'est pas la même. Encore qu'aux dernières nouvelles, en Angleterre, les jeunes sont très touchés. Hein. Oui. Le variant anglais. Il y a quand même des jeunes qui font des formes graves. Exactement. Ils ne sont pas majoritaires, mais ils font des formes graves. Bon. Enfin, voilà. Je voulais vous livrer ce petit article qui m'avait... Bon. Alors, on va parler de notre... Mais toujours sur la thématique Covid. En fait, ce sont les déclarations du président du comité scientifique, je crois, du conseil scientifique, qui a fait une déclaration qui a suscité une réaction d'un médecin, d'un biologiste. Alors, je vous lis rapidement l'article, puis c'est très rapide. Alors, la phrase en question qui a été relevée est la suivante. Ces mutations n'ont pas lieu au hasard. On a affaire à un virus diabolique et beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. C'est le professeur Jean-François Delfrécy qui a commis cette phrase. Alors effectivement, l'article dit ceci. Depuis le début de la pandémie, confrontés à un virus totalement inconnu, scientifiques et médecins se sont exprimés à tout va, produisant une folle cacophonie. Ils en ont même oublié les fondamentaux de la science, les principes même des lois de la sélection naturelle. Alors, interrogée sur le fonctionnement de l'évolution, la personne dit ceci. Elle repose sur deux mécanismes disjoints et indépendants l'un de l'autre. D'un côté, la variation aléatoire. Lorsque les organismes se reproduisent, leur ADN se copie. Je crois que le terme exact, c'est se duplique. Les spécialistes confirmeront ou non. Et des erreurs peuvent alors survenir et modifier leurs protéines. Neutres dans leur immense majorité, ces erreurs, ces mutations surviennent en tous sens. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. De notre côté, dans un environnement donné, certaines variations du génome procurent un avantage en s'accumulant progressivement. Au fil du temps, ces mutants deviennent plus nombreux, ils sont sélectionnés, ce terme de sélection étant une métaphore. Ce n'est pas une lutte pour l'existence entre les individus, mais une pression de l'environnement qui tente à réduire et à canaliser les variations. Ensuite, on parle de tout ce qui a été dit sur le virus. Alors, ils disent, comme tout organisme, le génome du coronavirus évolue en permanence, au gré des générations,
à raison de 3 mutations en moyenne sur ces 30 000 nucléotides. Et plus le virus se répand, plus celles-ci sont nombreuses, mais elles ne sont pas guidées. Alors ici, c'est un exemple qui est celui du rétrovirus du sida. Il dit le rétrovirus du sida mute bien davantage au point qu'il n'a pas été possible de fabriquer un vaccin. Une fois entré dans l'organisme, il résiste à la réponse immunitaire par des variations plus rapides. Alors, il ajoute ensuite certaines mutations confèrent un tel avantage qu'elles mènent à des évolutions convergentes. Aujourd'hui, l'environnement de ce virus, c'est nous, et certaines mutations concernent différents segments de sa protéine Spike. Concernant différents segments de sa protéine, semble si crucial qu'une telle convergence évolutive est possible. Les unes favorisent l'entrée du virus, il s'agit du variant anglais, ou lui permettent d'échapper à la réponse immunitaire, c'est le cas du variant sud-africain. Alors, ils disent notamment, cette crise a conduit à un durcissement de certains nationalismes, même parmi les scientifiques. C'est palpable, notamment en Grande-Bretagne, où le désir de prouver les bienfaits du Brexit peut conduire à privilégier une telle hypothèse plutôt que de remettre en question le choix des autorités sanitaires. Par exemple, le Royaume-Uni se félicite d'avoir vacciné 15 millions de Britanniques, mais ces 15 millions n'ont reçu qu'une dose. Et ils ajoutent, reculer ainsi de plusieurs semaines l'injection de la deuxième dose, c'est assumer d'une expérimentation hasardeuse à l'échelle de toute une population. En ne tuant qu'une partie des agents infectieux, on risque de favoriser la sélection des plus résistants. L'urgence, c'est de vacciner les personnes les plus vulnérables. Voilà, je laisse le reste. Alors, si vous voulez, je trouvais intéressant de remettre un peu, en quelque sorte, les pendules à l'heure sur les mécanismes de l'évolution. C'est-à-dire, à la fois la variation aléatoire, ça on nous en avait déjà parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand un professeur de médecine était venu nous parler il y a 2 ou 3 ans à ce propos. Ce sont des erreurs dans la duplication. Bon, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est l'accumulation progressive des variations qui procurent un avantage dans un environnement donné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'environnement qui favorise ou non la perpétuation de ces variations, une sorte d'effet de canalisation. Voilà. Donc, il n'y a pas de déterminisme dans l'évolution de la nature, mais simplement des conséquences issues du fonctionnement aléatoire des gènes dans la reproduction. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire sur ce point, mais ça m'avait intéressé. Qu'en pensez-vous ? Bon, ça ne vous inspire pas? En fait, la question du gène, c'est toujours la question de l'acquis et de l'inné, mais c'est aussi la question de savoir si l'environnement est un facteur clé sur l'évolution des gènes, en fait. En réalité, les gènes, ce n'est pas que le hasard, en fait. Bon, si, quand il y a une reproduction, savoir si l'enfant va avoir tel ou tel gène de sa mère ou de son père, etc. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des causes environnementales à ce que telle ou telle, en tout cas, même quand on possède des gènes, que telle ou telle chose se concrétise ou se développe. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir les gènes comme quelque chose qui relève de la potentialité, alors que la réalisation ou l'effectivité de quelque chose qu'on a en soi va ou pas se réaliser? C'est-à-dire que dans un gène, par exemple, dans un corps humain, vous avez un certain nombre de gènes, mais potentiellement, vous pouvez avoir une sensibilité parce que, je ne sais pas, vos grands-parents ont des glaucomes depuis X générations, parce qu'ils sont diabétiques depuis X générations. On pourrait dire que c'est dans vos gènes, mais peut-être qu'en fonction de votre environnement, de votre alimentation, de votre exposition, vous allez ou pas potentiellement, réaliser ce gène ou ne pas le réaliser. C'est exactement ce que dit Boris Cyrulnik. Donc, ça ne dépend pas simplement d'un bagage, ça dépend en fait de facteurs qui fait que ce bagage va s'ouvrir ou pas s'ouvrir, si j'ose dire, pour ça dépend de l'environnement. En fait.
Oui. Ce que disait, ce à quoi réagissait l'auteur de l'article, enfin l'auteur du bouquin, en réalité, c'était cette déclaration disant on a affaire à un virus diabolique, intelligent et diabolique. Et il montre, je crois, enfin, j'adhère parfaitement à son affirmation, à savoir que dans la duplication, et ça on nous l'avait déjà dit, un professeur de médecine nous l'avait déjà dit au A32, dans la duplication des cellules, il y a des variations dans les filaments des gènes. Là, je ne sais pas comment ça fonctionne très bien, mais il y a des variations. Ce qui m'intéresse dans ce fait, enfin dans cet échange dont vous faites état, qui est plutôt la réplique à ce qu'on pourrait appeler, ou ce que j'estime être, comme vous, une bêtise. Le gène n'est pas intelligent ni diabolique. Bon. Mais ce qui est intéressant dans le fait que quelqu'un comme Delfrécy ait pu le dire, on ne s'attendrait pas à ce que une personnalité quand même au fait des choses le dise. Ce qui est intéressant, c'est que justement, même quelqu'un qui dispose d'un certain savoir dans un domaine scientifique quelconque peut être tenté, dans des circonstances particulières, de revenir à des façons de penser qui nous paraissent d'un autre temps. C'est assez curieux, comme si finalement il y avait une sorte de fragilité de des cultures scientifiques, hein. Sans doute est-ce le cas d'autres cultures aussi, mais là c'est la culture scientifique, comme s'il y avait une fragilité, donc fait que bon, on ne s'y attendrait pas, mais oui. Ce genre de bêtises peut se produire aussi chez quelqu'un. Ce qui n'est pas dit dans l'article, c'est le contexte au cours duquel cette phrase a été recueillie. Il faut être toujours très prudent sur la manière, la mise en épingle, la mise en lumière, quelquefois de. Alors, c'est vrai que prise telle qu'elle est dans elle est aberrante. La formule est aberrante. Mais ce que disait Pascal, je ne sais pas jusqu'à quel point. Enfin, c'est vrai que dans le autant que je sache, mais je pense qu'un médecin en parlerait bien mieux. Les potentialités existantes au niveau des gènes peuvent ou non se révéler en fonction effectivement de l'environnement. Tout à fait. Simplement, le propos qui a été donné, le propos qui est tenu, c'est pour des micro-organismes qui se reproduisent à toute vitesse, puisque je ne sais pas combien de temps il faut pour faire une génération de virus, mais j'imagine que ça doit être extrêmement court. Et donc, les possibilités de variation sont très grandes, alors que pour des gens comme nous, pour des corps, des systèmes biologiques complexes comme le corps humain, avec des durées de vie si longues, bien sûr, il y a les reproductions cellulaires qui se produisent en permanence, mais globalement, je ne pense pas que ça puisse avoir le même effet que pour des corpuscules de la taille d'un virus. Enfin, pour autant que je comprenne. Qu'en dites-vous, Jocelyne? Non, mais quand il dit qu'il est diabolique, parce qu'il disait ça, je crois, parce qu'il changeait et ainsi de suite. Mais ce n'est pas une nouveauté, entre guillemets, que les virus changent. Parce que le virus de la grippe, tous les ans, il change, puisque tous les ans, on refait un vaccin avec une formule différente. Alors, on pourrait très bien dire que le vaccin de la grippe, il est aussi diabolique. Le virus est diabolique, puisqu'en effet, tous les ans, il change. Donc, ce qu'il y a, c'est bon, parce que celui-là, on ne le connaissait pas, on ne savait pas comment il allait réagir et tout, mais que les virus changent, ça, c'est. Et puis, le virus du sida, c'est pour ça qu'on n'a pas, en effet, on n'a pas jamais pu faire de vaccin, parce qu'il change trop vite, quoi. Donc, mais bon, je crois que tout le monde a été tellement surpris par tout ça qu'il y a un moment, ils ne savaient plus trop, je crois, où aller. De toute façon, je me demande s'ils savent encore où ils vont. Je ne sais pas. Dans le mot diabolique. Ah oui, non, mais c'est…
Dans le mot diabolique, ce qui est intéressant, c'est que soit c'est, en fait, comme disait Nadine, on n'a pas d'explication et donc on fait appel à une forme d'entité extérieure. Ouais. Finalement, c'est la démission de la science pour le supranormal ou le paranormal ou le surnaturel. Donc, c'est diabolique, c'est une entité extérieure qui nous manipulerait. Après, il y a aussi l'étymologie du mot diabolos qui veut dire ce qui nous divise. Alors, en soi, c'est tout à fait diabolique puisque ce virus nous divise. Et c'est assez réel puisqu'il divise notre société entre ceux qui vont bien, ceux qui ne vont pas bien, ceux qui sont obligés de rester chez eux, ceux qui peuvent sortir, ceux qui sont vaccinés, qui ne sont pas vaccinés. Finalement, il est littéralement diabolique de ce point de vue-là. Ouais. Oui, mais ce sont ses effets qui sont diaboliques. Lui-même, c'est sûr. Il n'y a pas une conscience. Il n'y a peut-être pas une conscience, ce virus. Oui, quand même pas. J'en serais quand même un peu étonné. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que disait Nadine, c'est combien les gens qui, à la fois par culture et par état, devraient être extrêmement prudents, en arrivent dans des circonstances particulières à perdre complètement leur self-control. Alors peut-être qu'on peut dédouaner l'auteur de cette bêtise en inventant ou en imaginant les circonstances où il a été conduit à s'exprimer comme ça. Finalement, à qui s'adressait-il? Peut-être qu'il a essayé de se mettre à la portée d'un interlocuteur tout à fait ignorant de ce genre de choses. Et qu'il a voulu le mettre en garde contre la difficulté qu'il y avait à… Mais est-ce que vous ne croyez pas que s'il avait tenu le langage que tient son contradicteur en disant les variations sont en quelque sorte la norme, enfin en tout cas le phénomène le plus fréquent, oui. Et les variations sont aléatoires. Simplement, sous l'effet de la pression extérieure, en quelque sorte, subsistent les plus efficaces. Parce que efficace pourquoi? Pour la survie du virus. Hein, le virus, il a besoin de survivre. Hein. Bon, enfin. Alors, j'avais un autre sujet qui n'est pas drôle du tout. Mais je n'ai pas trouvé grand-chose de drôle cette fois-ci. Alors, c'est un article sur les violences entre mineurs. C'est assez horrible comme situation. Et il y a eu encore depuis l'article dont je vais vous donner lecture rapidement, il y a eu encore ce dernier fait divers, cette pauvre gamine qui a été jetée dans la Seine après avoir été battue, ou je ne sais pas comment. Alors, c'est un article que j'ai tiré du Nouvel Observateur. Quels sont donc les ressorts de la violence dans laquelle les mineurs basculent, surenchérissant au point de mettre leur vie en jeu? Ils interdisent aux autres de fréquenter leur territoire, ils se défient, s'insultent, se battent, filment leurs exactions, s'humilient sur les réseaux sociaux, quitte à tuer sans raison. L'année dernière, 280 jeunes ont ainsi été blessés à Paris, dans une quarantaine de rixes. Depuis 11 ans, une cellule spécialement chargée de la surveillance des bandes à la préfecture de police de Paris officie. Elle a identifié 46 bandes. Si les chiffres actuellement témoignent d'une baisse significative du nombre de bagarres, le niveau de violence, lui, augmente, ainsi que la proportion des mineurs impliqués. Sur 187 personnes interpellées en 2020, 126 étaient mineurs entre 12 et 17 ans. Des enfants qui se tuent entre eux, d'où donc jaillit cette violence dont le niveau est sans proportion avec les ridicules mobiles invoqués. Selon certaines personnes, tout se joue très tôt, entre 11 et 13 ans. Il y a un passage difficile pour les garçons, pour les gars, dit la personne. Ceux qui basculent sont le plus souvent issus de familles monoparentales où les mères essaient à tout prix d'inculquer de bonnes valeurs, mais ça ne suffit pas. Les gamins cherchent une échappatoire à la cellule familiale en existant dans un autre groupe social où les potes deviennent toute leur vie. C'est un processus qu'un chercheur à l'université étudie dans les quartiers prioritaires depuis la fin des années 90. Il décrit des bandes qui se constituent à partir du collège,
avec des jeunes issus des immigrations les plus pauvres et les plus récentes, en échec scolaire, caractérisés par un faible capital économique et culturel et vivant souvent des violences familiales. Des adolescents qui se réunissent autour d'activités allant du foot au rap, en passant par la consommation de drogue, la bagarre, la boxe, la musculation, l'islam ou la bécane, et depuis la fin des années 80, le trafic de stupéfiants. Les bandes deviennent ainsi des sortes de pôles de compétences où les adolescents échangent des savoir-faire, des savoir-être et s'éduquent même les uns les autres. Selon ce chercheur, la violence préexiste à la formation de ces groupes, notamment dans la famille, la cour de récréation, les dessins animés, les jeux vidéo. Les garçons qui évoluent dans ces bandes sont en majorité des jeunes qui vont mal, définis par des handicaps sociaux, affectifs, économiques, qui s'agrègent et manifestent ensemble une volonté de puissance, une appropriation du territoire par le vandalisme, les incivilités, la menace et l'intimidation physique pour avoir quelque chose, et s'organisent dans un conflit avec leur environnement. Une étincelle suffit, ça peut partir d'un vol de casquette. Les jeunes décident d'aller récupérer le bien chez les autres, de se battre. Ils repartent avec la casquette, mais ça ne s'arrête pas là. Les perdants se vengent, et si les premiers ont frappé, les seconds se croient obligés de tuer, parce qu'il faut toujours se situer au niveau au-dessus de la violence subie. Disqualifiés d'avance, ils veulent gagner coûte que coûte. C'est le constat d'une jeunesse perdue. Les adolescents s'intéressent à faire de l'argent dès l'âge de 11 ans et passent leur temps à regarder la vie comme un film, au point qu'ils ne savent plus où se trouvent les frontières du réel. Bon, j'ai un peu abrégé, c'est un peu décousu. Et effectivement, ce phénomène est quand même s'il est proportionnellement peu nombreux, il est grave et apparemment localisé dans certaines grandes villes. Alors, ça décrit une situation globale d'échec, qu'il s'agisse de l'individu, de la famille, de l'environnement scolaire ou social ou sociétal, et situation d'échec aussi devant l'avenir, une perte de valeur et de sens du réel, perte de valeur ou même absence de valeur et sens du réel, avec une impression de domination narcissique, enfin un désir de dominer. Ce qui m'a frappé aussi dans certaines informations qui avaient été données, c'était l'encadrement de la bagarre par des majeurs qui surveillaient celle-ci exécutée par des mineurs. Et alors, quelle issue, quel remède à cette situation? La poursuite pénale ne me paraît pas du tout adaptée. Un encadrement social spécifique paraîtrait nécessaire, mais qui serait assez global, parce qu'il faut encadrer non seulement la vie scolaire, bien sûr, mais également la vie familiale, l'ensemble des relations sociales, pour arriver à valoriser les qualités que peuvent avoir ces jeunes et à les intégrer dans une sorte d'échelle de valeurs qu'ils puissent partager avec la société. Et également aussi, sans doute, une prise en charge globale de leur vie, y compris de leurs loisirs. Enfin, voilà quelques pistes qui m'étaient venues à l'esprit quand j'ai lu cet article. J'avoue que ces phénomènes-là qui surgissent ces jours derniers, qui ont fait la une de l'actualité, faisaient passablement frémir, m'a-t-il semblé. Moi, je remarque trois choses. La première, c'est que autrefois il y avait des bagarres comme ça entre jeunes de différentes villes s'attaquant les uns les autres, sauf que maintenant c'est avec des armes. Et on n'a pas peur de donner la mort. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que effectivement, ce sont les grands qui regardent les petits se battre, les mineurs. Or, ils sont pas fous. C'est simplement parce qu'ils risquent beaucoup moins juridiquement que les adultes, ceux qui sont majeurs. Donc, c'est vraiment de la lâcheté de la part des majeurs. Et la troisième chose, j'ai l'impression qu'il y a une intensification de ces bagarres, tout simplement, effectivement, parce qu'ils n'ont plus d'avenir avec ce Covid qui bouge tout. Ils se sentent totalement perdus et sans avenir.
Donc, ils se battent effectivement pour des petits trucs, des petits territoires, des petites choses, et ils n'ont plus le sens voilà. C'était mes 3 réflexions. Oui. Quelqu'un veut-il intervenir encore? Vous savez, enfin, je ne sais pas, moi qui maintenant suis dans la tranche des personnes âgées, j'ai le souvenir qu'il y avait autrefois dans les campagnes des guerres de territoire. Oui, tout à fait. Mais il Il n'y y avait avait- pas d'armes. Non, il n'y avait pas d'armes. Mais j'ai même connu au début de ma vie professionnelle, quand j'étais en Charente, c'était dans les années 70, en Charente, il y a une cinquantaine d'années, quoi, maintenant, des gens qui ne supportaient pas que, par exemple, des garçons du village voisin viennent courtiser les Tout à filles de fait. leur village. Et en Oui. général, ça se terminait par des bagarres. Mais c'était des bagarres à la main, c'était pas avec Ah oui, non, voilà. c'était... Bon, Tandis on que avait- maintenant, on ça avait quand même- s'intensifie avec il y avait un quand non-respect de même la vie de l'autre, quoi. des bouteilles de C'est surtout bière. ça qui est important. Il y avait quand même des bouteilles de bière qui circulaient. Enfin, une bouteille de bière cassée, ça peut faire très mal, hein. On n'a pas besoin d'un... Avec un tesson de bouteille, on peut tout faire. Non, mais Oui, ce qui est dangereux actuellement, c'est la non prise en compte de la vie. On oui. a l'impression, parce que le Covid a bon dos, mais il n'a jamais qu'un an, même si ça nous paraît très, 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 très long. C'est pas ça. Je pense que ce phénomène préexistait et de toute façon est peut-être intensifié par un certain nombre de mesures, je dirais, de privation de liberté que nous-mêmes adultes avons quelquefois du mal à supporter. Mais je crois que c'est pas là l'essentiel. Je crois que l'essentiel, c'est qu'on a des enfants qui n'ont plus aucune notion de ce qu'est la vie, de ce qu'est la mort. Quand on voit qu'on balance une petite fille, parce qu'excusez-moi, à 14 ans, c'est encore une petite fille dans l'eau, parce que elle a des plus. Enfin, je crois qu'il y a un problème quand même de remise à niveau des enfants. De valeur. Absolument, mais c'est complètement fou. On est dans un monde qui est quand même un peu détraqué. Alors moi, plutôt que le Covid, j'accuserais et les réseaux sociaux, qui sont un danger épouvantable, les jeux vidéo, parce que dans les jeux vidéo, on tue avec une facilité déconcertante. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'il y a plus de limite intellectuelle entre la réalité et la vraie vie. Et c'est là le problème, à mon avis. Pardon, j'étais long. Oui, non, mais je crois que c'est effectivement un élément important. Et en particulier les jeux vidéo dans lesquels on donne, comme vous le dites, on donne la mort toutes les 3 secondes, sans avoir de... C'est surtout que quand on donne la mort, on peut avoir des vies. C'est quand même incroyable. Ils gagnent des vies. Donc, c'est de la douce folie, quoi. Oui, d'accord. Je n'étais pas allé aussi loin dans ma connaissance des jeux vidéo. Il manque à votre culture. Non, ça manquera définitivement. Donc, pour eux, la mort, ça n'a aucune importance puisqu'on peut gagner des vies. Oui. Enfin, à condition que ce soit la mort des autres. Voilà, bien sûr. Sinon, on a perdu la partie. Bah oui. Comment on peut gagner des vies si on est mort? Oui, mais ce qui est quand même curieux, c'est que, bon, il n'y a pas que les enfants défavorisés de milieux, etc., qui regardent des jeux vidéo. Or, apparemment, d'après ce que disent les chercheurs qui ont travaillé sur cette thématique, globalement, c'est quand même plutôt des enfants qui souffrent de handicaps à la fois familiaux, sociaux, culturels, etc., qui se retrouvent dans ce genre de... C'est le manque peut-être d'échanges dans la famille, en fait, de discussions dans la famille, Oui, mais est-ce que vous croyez que c'est vrai que c'est connu que les difficultés de la verbalisation conduit quelquefois à des actes de violence, ou en tout cas accompagne les actes de violence. Mais est-ce que là c'est vraiment le cas? Parce qu'apparemment, je pense aux 2 petites gamines, à la petite gamine qui a été jetée dans la Seine, c'était des enfants qui étaient dans un établissement scolaire secondaire Privé. Qui parlaient, enfin privé ou public, je ne sais pas si... C'est une démarche familiale. Il y a une démarche familiale. Oui, mais
Je veux dire, par là, c'était quelqu'un qui avait quand même accédé à un certain niveau de connaissance, qui était sans doute capable de verbaliser les choses. Oui. Ça laisse un peu sans voix quand même. Oui, ça laisse sans voix, mais quel remède apporter à ça? Quel remède trouver à ça? Parce qu'on ne peut pas dire on va interdire les. On peut pas interdire les. De toute façon, même si on interdit, ça ne sert à rien. Il y a une carence éducative au départ. Oui. Il y a la question de l'interdit, il y a la question de la verbalisation, il y a la question de jeunes qui n'ont jamais connu de frustration. Donc, dès qu'ils connaissent une frustration, il y a un passage à l'acte. Alors que quand on connaît une frustration, en général, on peut, dans un monde normal ou civilisé, on exprime, on verbalise sa frustration et on ne réalise pas un passage à l'acte. Si quelqu'un me contrarie, je ne vais pas le tuer. Je commençais d'abord par lui dire qu'il me contrarie fâcheusement. Et éventuellement, je me mettrai en colère, mais je ne vais pas passer à l'acte. Bon, j'essaierai de ne pas me mettre en colère parce que ce n'est pas trop mon style. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, on ne leur a pas appris ça à ces gamins. C'est-à-dire peut-être qu'ils n'ont pas connu un niveau de… en fait, c'est lié, à mon avis, à une carence éducative. Et on ne peut pas simplement compter sur des animateurs, sur des centres sociaux, sur des associations pour jouer le rôle des parents. Alors oui, il y a certes un soutien à la parentalité dans un certain nombre de structures, mais comment on fait pour pallier à des carences éducatives? C'est très compliqué. Et peut-être qu'ils sont eux-mêmes dans un environnement qui était aussi violent. C'est ce que disent les chercheurs, Pascal. C'est absolument ce que disent les chercheurs. Quand un gamin, en fait, on lui a répondu par la violence à un certain nombre de choses, il reproduit mimétiquement cette violence qu'il a inscrit comme quelque chose de normal. C'est finalement une banalisation de la violence qui fait partie de son quotidien. Et il n'y a pas de raison qu'il se comporte autrement que ses parents se comportent avec lui, avec ses camarades, en fait. Donc, il y a une reproduction, finalement, d'un mauvais schéma parental qui, j'exagère peut-être un peu le trait, mais je pense qu'il y a de ça quand même. Pas du tout, parce que ça évoque des souvenirs de l'époque où je fréquentais la cour d'assises et où effectivement on voyait dans certaines familles des gestes criminels se perpétuer de génération en génération. Et effectivement, celui qui avait subi des violences, à son tour, les faisait subir à d'autres. Il y a autre chose que je remarque aussi, enfin, je me demande si ça ne joue pas plutôt, c'est le fait que autrefois, la mère ne travaillait pas et était à la maison, et donc maintenant qu'elle travaille, elle a tendance à surgâter son enfant pour se faire pardonner de ne pas être là. Et je pense que ça peut jouer ça aussi, parce que à force de ne jamais dire non à un enfant, le jour où on lui dit non, ça se passe mal. Oui. Ça rejoint ce que disait Pascal sur le problème de la frustration, de la gestion de la frustration, en fait. Tout à fait. Et je pense que notre société a fait que aussi bien le père que la mère travaillent et l'enfant, et on compense. En fait, on compense en voulant le gâter, en ne lui disant jamais non. Et cette compensation, un jour, c'est les enfants qui la payent, hein, finalement. Et puis les parents aussi, évidemment. Les gens qui ont fait des recherches là-dessus insistaient sur le fait que ce sont souvent des familles monoparentales, en plus. Donc, Oui, en plus. La structure familiale est en elle-même affaiblie. Et là, on a tendance à encore plus gâter et à encore moins dire non. C'est bien possible. C'est bien possible. Il y a aussi une carence du niveau de conscience, en fait, de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, ce qu'on apprend à des enfants, pour moi, il me semble, dans un monde normal, c'est d'éprouver, c'est l'empathie, d'abord de ressentir ce qu'on peut ressentir dans telle ou telle situation. Ensuite, c'est éventuellement de la compassion, mais en tout cas, c'est se mettre déjà à la place de l'autre. Dans telle situation, qu'est-ce que tu ressentirais? Et si on est quelqu'un, à moins qu'on soit un pervers manipulateur, mais si on est quelqu'un d'à peu près normal, tout de suite, si on se met à la place de l'autre, on ne va pas lui infliger une souffrance. Donc, en fait, cette capacité d'empathie, c'est quelque chose qui vient avec le développement de la conscience, et je pense que c'est dans l'éducation aussi. On apprend, mets-toi à la place de cette personne. Et donc là, il y a aussi quelque chose qui est de cet ordre-là. Finalement, cette gamine qui a été jetée dans la Seine et qui a été tapée, et les traces de sang, etc., c'est finalement un fait divers assez terrible pour quelqu'un de 14 ans. Comment des gamins, enfin, je dis des gamins, des jeunes ont pu faire ça? À quel instant ils se sont mis à sa place? Quand on fait du harcèlement ou qu'il y a des boucs émissaires, à quel instant
on se met à la place de l'autre pour dire mais qu'est-ce qu'on est en train de lui faire endurer? Au bout d'un moment, il y a un manque de prise de conscience, quoi. Je sais pas. Ah oui, c'est clair. Ça correspond tout à fait à ce que disaient les gens dans l'article, parlant d'aspect narcissique en fin du comportement. C'est-à-dire que les gens ramènent tout à eux-mêmes et n'ont pas plus de considération pour autrui qu'ils en auraient pour une chaise ou pour un meuble, quoi. Mais ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même la gamine qui a menti à son père en lui racontant qu'elle avait assisté au cours de Samuel Paty. Pour Samuel Paty, oui. Pour l'histoire de Samuel Paty, qui finalement, pour ne pas avouer une faute qu'elle avait commise, a raconté une histoire qui a été à l'origine d'un drame. En fait, je voudrais juste prolonger la teneur de cet article en signalant deux romans très, très intéressants parce que précisément ils nous font suivre le ou les processus par lesquels un très jeune enfant accède à la violence. Alors le premier, c'est Natasha Apana, Tropique de la violence. Bon, c'est effectivement un cas où on voit un jeune garçon basculer. Oui. Le second est différent. L'auteur, c'est une agrégée de lettres qui s'appelle Dali Farah, Dali D-A-L-I-E, Farah F-A-R-H. Et ça s'intitule Impasse Verlaine. Et ça décrit une enfance, je dirais, martyrisée par une violence qui n'est pas, justement, c'est pour ça que j'en parle, hein, qui n'est pas une violence, qui n'est pas une absence de frustration et d'apprentissage de la frustration, mais qui est tout au contraire une violence excessive pour inculquer en quelque sorte la loi. Bon. Voilà, donc ces deux lectures me paraissent intéressantes par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez encore des observations à faire là-dessus? Non? Bon, alors je... Un sujet qui va intéresser les dames. Un article du Monde de mardi sur les lents progrès des entreprises sur l'égalité salariale. Alors, je vous donne un petit résumé de cet article, enfin plutôt une lecture partielle de cet article. Instauré en 2018, l'index d'égalité professionnelle semble peu à peu influencer les comportements des patrons. Chaque année, les entreprises d'au moins 50 personnes doivent communiquer leur index de l'égalité femmes-hommes, qui est calculé sur 4 critères: l'écart entre les salaires, les différences existantes dans les augmentations individuelles, le nombre de salariés dont la paie est revalorisée à leur retour de congé de maternité et la parité entre les 10 plus hautes rémunérations. Il y a un cinquième paramètre pour les sociétés de plus de 250 collaborateurs, qui est la répartition des promotions en fonction du sexe. Les chiffres diffusés montrent que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se mettre en conformité avec les textes. En ce sens que 70% d'entre elles avaient transmis leur index le 1er mars, alors qu'elles n'étaient que 59% en 2020. Autre part, la note moyenne pour l'ensemble des employeurs atteint 85 sur 100, progression très modeste, et seuls 2% d'entre eux atteignent le score maximal. Mais plusieurs points noirs sont mis en exergue par les données dévoilées. Près de 3000 patrons n'ont pas augmenté leurs salariés qui ont repris le travail après avoir eu un enfant, alors qu'il existe une garantie de rattrapage salarial depuis une loi de 2006. D'autre part, la part des entreprises qui respectent une parité ou une quasi-parité parmi les 10 plus hautes rémunérations se révèle faible, 26% seulement. De sorte que se pose la question de la place des femmes dans les équipes dirigeantes.
une nouvelle proposition de loi a été portée, doit être déposée prochainement, visant à instaurer des quotas dans les postes à plus forte responsabilité. Mais l'article indique également que le fameux index d'égalité professionnelle est sous le feu des critiques à la fois des syndicats et de centres de réflexion, car il recèle, paraît-il, des biais qui contribuent à occulter certains phénomènes, comme notamment le fait que le travail à temps partiel concerne surtout les époux. Alors, il me semble qu'il y a un principe indiscuté qui est à travail égal, salaire égal. Mais le problème me paraît être surtout celui de la mise en œuvre de l'égalité. Bien entendu, un recours individuel serait assuré du succès, mais il présente, me semble-t-il, un risque quant à la pérennité du contrat. Parce que je prends le cas particulier de la femme revenant après un congé de maternité et qui n'obtient pas les augmentations auxquelles elle a droit. Elle fera un procès prud'homal, elle le gagnera, certainement, mais quand il y aura une charrette qui se présentera, elle sera la première montée dedans, je suis sûr. Et il sera poussé à toute force. Donc, est-ce qu'il ne faut pas prévoir un mécanisme, par exemple une intervention de l'inspection du travail ou quelque chose comme ça, qui ait la faculté de faire respecter la loi sans que le salarié soit amené lui-même à prendre position sur ce point? Ça ne me paraîtrait pas une mauvaise chose. Alors ensuite, il y a ce problème de l'égalité en nombre dans les divers niveaux d'emploi. L'idée des quotas, elle a été mise en œuvre. Je pense notamment à la discrimination positive aux États-Unis, qui a permis la promotion d'une grande quantité de personnes noires. Mais la difficulté quand même, la difficulté qui est en cause aussi, me semble-t-il, c'est celle du visier dans lequel on va prélever. Et l'autre question, c'est celle de la compétence. Non pas que je dise que les femmes ne soient pas compétentes, c'est pas vrai, mais il faut que pour exercer un certain nombre de fonctions, elles aient acquis la compétence. J'avoue que parce que il y a tous ces problèmes des clichés liés les clichés sur les qualités liées au genre qui ont la vie très très dure et qui cantonnent les femmes dans un certain type de fonctions. On pense en particulier aux fonctions ressources humaines, mais qui en général ne leur permettent pas d'accéder soit aux fonctions de décision importantes pour l'entreprise, soit à des fonctions d'autorité, tout simplement. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez des expériences les uns et les autres? Sans parler d'expérience en ce qui me concerne, puisque oui. je ne travaille pas dans le milieu de l'entreprise, donc ça ne se présente pas de la même manière. Mais sans parler d'expérience, il me semble qu'il y a quand même... je ne suis pas sûre qu'on puisse envisager de résoudre complètement ce problème en restant au rapport entre l'entreprise et l'employé femme. Parce que s'il y a bien quelque chose qui ralentit une femme et qui la pousse à un travail à temps partiel, c'est le déficit de partage des tâches. Oui. Domestique, le déficit domestique. Donc, bien sûr, c'est très important qu'il y ait des dispositions, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous suggérez comme correctif. Hein. C'est très bien qu'il y ait des dispositions qui règlent le rapport des entreprises aux salariés féminines. Mais, bon, très souvent, les demandes d'aménagement du temps de travail, etc., émanent des femmes elles-mêmes. Et oui. Elles émanent des femmes. Pourquoi? Parce que justement, le blocage, le ralentissement se produit
dans la sphère domestique. Et donc, je crois qu'on est peut-être au début d'une transformation qui sera forcément lente, parce que ce genre de choses ne se transforme jamais rapidement, hein, où non seulement les tâches, mais ce qu'on appelle la charge mentale, c'est-à-dire la préoccupation. Tout à fait. Pas forcément de faire ceci ou cela, mais de prévoir, de coordonner, d'organiser tout ceci et cela, sera peut-être plus égalitaire. Il y a beaucoup de couples où les choses, de tout jeunes couples, hein, où les choses se passent différemment de la manière dont elles se produisaient il y a 50 ans. Voilà. Excuse-moi Jean-Pierre, mais est-ce qu'on n'avancerait pas plus vite dans ce problème si effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, à travail égal, salaire égal? Parce que je vois, par exemple, en médecine, j'ai vu un reportage là-dessus où des médecins sont appelés d'Afrique du Nord ou de pays roumains, enfin, bon, voilà, pour venir exercer chez nous dans les CHU. Résultat, pourquoi? Parce qu'on a une pénurie de médecins. Mais les examens ne sont pas les mêmes. Ils arrivent, ils exercent dans les CHU sans avoir repassé les examens comme autrefois. Et nos médecins qui sont restés sur le carreau, eux ont perdu leur place à 10 points près à cause de tous ces examens. Donc, il y a une injustice. Mais par contre, il y a autre chose, c'est que ces médecins travaillent énormément et ils font même plus d'heures que les autres médecins et ils sont beaucoup moins payés. Donc, si on payait à travail égal, salaire égal, peut-être qu'on avancerait davantage plus vite. Et peut-être qu'à ce moment-là, les femmes seraient gagnantes aussi. Je ne sais pas s'ils sont moins payés. Comment? Je ne sais pas s'ils sont moins payés. Ils sont beaucoup moins payés. En tout cas, c'était indiqué dans le reportage. Non, mais dans les libéraux, c'est un tarif, c'est tout. Hein. Non, ils n'ont pas le même tarif. C'est ce qu'ils disaient dans le reportage, en tout cas. C'est quand même une autre problématique que celle de l'article. Parce que celle de l'article, ça visait essentiellement l'égalité des hommes-femmes dans les entreprises. Oui, mais si à travail égal, si l'obligation c'est travail égal, salaire égal, il n'y aurait plus de discussion. Mais pardon, mais pour les médecins, c'est surtout une question de numerus clausus qui nous enquiquine depuis des années et qui fait qu'on a moins de médecins que ceux dont on a besoin. Donc, il faut revenir sur le numerus clausus, mais je ne crois pas que ça impacte tellement le travail, enfin l'égalité du travail homme-femme. Non, c'était un exemple que je donnais, mais il y en a plein d'autres. Hein. Dans les entreprises, de toute façon, il y a une certaine, je dirais, habileté intellectuelle pour jamais donner exactement les mêmes fonctions ou les mêmes titres à un homme et une femme. Ça demande une grande recherche, mais ils y arrivent très bien. Il y a beaucoup de créativité à ce niveau-là. Donc, à l'égalité, je pense, des tâches ménagères, je pense que c'est un équilibre dans chaque couple qui se trouve, suivant aussi l'appétence ou non à s'occuper de certaines tâches et aussi peut-être le travail de l'un et de l'autre. Je pense que ça se passe beaucoup comme ça aussi. Enfin, l'équilibre se trouve comme cela. Oui, mais Marie-Christine, ne croyez-vous pas que de ce point de vue-là, nous devons, comme disait un vieux magistrat, nous devons aussi sortir du néolithique? Mais tous les hommes ne sont pas des hommes de Néandertal. Il y a des hommes qui sont quand même un petit peu plus ouverts. Même des hommes de notre génération. Ce que disait Nadine, quand même, c'est quelque chose d'important. Je veux dire, la charge mentale représentée par ça dure très peu de temps. Le fonctionnement domestique peut avoir un effet sur la manière dont la femme gère son travail. Et par conséquent, peut avoir un effet sur son évolution de carrière, etc. Encore que je ne sais pas si c'est pas tellement relevé dans l'article. Ils ont l'air de dire que quand même, le seul fait que ce soit des femmes qui se présentent, pour certains postes, les femmes ne sont pas choisies, point. Il y a une sorte de plafond de verre qui fait que très peu de femmes arrivent à monter dans la hiérarchie des entreprises.
Ah, de plus en plus. et multiples. Mais ça me fait penser, c'est pas tout à fait notre sujet, mais c'est assez proche, hein, à justement plusieurs articles que j'ai pu lire récemment sur les effets du télétravail, de la généralisation du télétravail sur les différences de justement d'aisance dans le travail entre les hommes et les femmes. Parce que les espaces domestiques, on est en plein dans la question des espaces, les espaces domestiques sont généralement très inégalement répartis. Il est fréquent que monsieur ait un bureau, mais assez peu fréquent que madame ait son bureau. Et il est vrai que le télétravail a mis en relief les difficultés qu'on pouvait avoir quand il fallait travailler, je dirais, dans la salle à manger, si ce n'est pas dans la cuisine. Bon, là, il y a aussi une actualité un petit peu brûlante. Oui, mais il y aura sans doute là sur ce point, si le télétravail se généralise, des redistributions des locaux. Ah, tout à fait. On a vu l'autre, je sais pas, c'est relativement récent, nous avons vu un reportage à la télévision où l'on voyait des gens qui, justement, parce qu'ils accédaient à un télétravail pérenne, abandonnaient la région parisienne et vendant un 80 mètres carrés en région parisienne, achetaient 300 mètres carrés à Vendôme, avec un grand jardin, etc. Et finalement étaient plus heureux dans cet environnement-là. Mais ça, je suppose que ça ne concerne pas la totalité des travailleurs, ça concerne, parce que le travail qui peut être exécuté à distance est quand même un travail, certains types de travaux. On ne peut pas tout exercer en télétravail, je pense. Mais c'est vrai que c'est une question annexe. Mais là, moi, ce qui me frappait quand même, c'est que, mais je suis comme vous, je manque un peu d'expérience parce que précisément dans la magistrature, les gens sont reçus au concours, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, ils sont reçus, point. Et puis ils choisissent les postes, point. Et ensuite, leur vie professionnelle se poursuit comme ça. Et j'ai vu des femmes qui faisaient procureur de la République remarquables, avec un sens de l'autorité que bien des hommes leur envieraient, parce que, je veux dire, les clichés relatifs aux qualités des différents genres sont parfaitement stupides. Mais ils ont la vie très dure. Ils ont la vie très dure. Et je crains que dans les entreprises, ce soit un peu la même chose. Alors, il y a ce problème des quotas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous paraît quelque chose de... Pour ceux qui ont eu une expérience d'entreprise, est-ce que les quotas vous paraissent une solution valable? Je sais pas. C'est valable dans certains Ça me paraît très secteurs. difficile. Dans l'administration, c'est valable. Mais pour certaines boîtes, je pense aux travaux publics ou des choses comme ça, c'est très difficile d'imposer des quotas. Hein. Oui, c'est difficile dans une entreprise d'accorder les quotas. Mais il faudrait que les... Comment dire... oh, ça m'échappe pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, parce qu'il y a surtout une question de compétences. Et il peut y avoir plus de femmes ou plus d'hommes selon la qualité des uns et des autres et la formation qu'ils aient acceptée. Enfin, on forme quand même le personnel. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on demande l'égalité, est-ce qu'on demande l'égalité et des quotas dans le métier d'infirmier et infirmière? Non. Il y a 80% d'infirmières, je ne sais pas 85%, pour 15% d'infirmiers. Là, ça ne choque personne. Dans le sens inverse, ça choque. Pourquoi? Dans quel sens? Je suis d'accord avec ça. En fait, on recrute les gens en fonction de leurs compétences et pas de leur genre ou de leur sexe, en fait. Donc, il se trouve que... Leur compétence ou leur appétence. Je mets d'un côté, par exemple, les infirmières qui s'occupent des patients et de l'autre côté, des gens qui sont sur des chantiers difficiles qui n'attirent pas beaucoup les femmes. Voilà, donc ça ne peut pas être la même chose. Hein. Après c'est la question, c'est le serpent qui se mord la queue, on recrute les gens en fonction de leurs compétences, mais peut-être qu'il y a des stéréotypes de métiers au départ où, en fait, l'infirmière ou l'aide-soignante, ça va être une femme, et qu'à contrario, je ne sais pas, le manutentionnaire dans une usine, ça va être un homme, ou ça va. Donc peut-être que, en fait, ce n'est pas tant une question de poser des quotas qui ne va pas régler le problème des compétences, c'est plutôt
rendre attractifs les métiers, et peut-être c'est aussi une fonction d'adaptation, puisqu'en fait, on permet peut-être aussi plus facilement à des femmes d'occuper un temps partiel, alors qui est soit un défaut, soit un avantage, parce qu'il faut mêler la vie de famille peut-être avec un temps partiel, mais il y a aussi certains métiers qui sont très difficiles à pratiquer à temps partiel. Donc, je ne sais pas, en fait, enfin, à mon avis, on ne peut pas imposer les choses. Par contre, l'égalité salariale, moi, je pense qu'elle existe. En tout cas, par exemple, moi, si je prends l'exemple du foyer fraternel, qui a une quarantaine de salariés, bah, deux personnes, que ce soit hommes ou femmes de même qualification, sont obligées d'être payées pareil, c'est la loi. Après, L'administration, c'est le cas. pardon? Dans toute l'administration, c'est le cas. Oui, oui. Oui. Après, il y a une féminisation de beaucoup d'entreprises, en fait. J'ai travaillé dans le secteur des assurances. Je crois qu'il y avait plus de 75% de femmes dans cette entreprise qui avait plus de 1000 salariés. Au foyer fraternel, on est à 30 femmes pour 11 hommes. Donc, en fait, il y a une majorité de femmes aussi. Partout, il y a une féminisation du travail. Il faut faire attention aux femmes, elles sont partout. Oui, oui. Quelle race! Ouais, c'est vrai. Non, mais ce que disait Marie-Christine, quand même aussi, l'habileté consistant, l'effort d'imagination consistant à différencier tellement les postes pour qu'il n'y ait pas d'égalité apparente, pour qu'il soit difficile de plaider l'égalité et donc le salaire égal. Il y a ça, et puis il y a quand même encore des hommes qui sont extrêmement machos. Je suis désolée, messieurs, mais il y en a dans le monde de l'entreprise, c'est quelquefois pas très drôle. Mais il y a aussi des hommes tout à fait normaux, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont très sûrs de leur supériorité. Certaines femmes aussi. Ils ont beaucoup de choses à prouver. Certaines femmes aussi. Non, mais oui, mais il y a de bonnes femmes, oh Dieu, ça je vous l'accorde. Juste, c'est les postes de responsabilité. Alors, il faudrait s'interroger sur les postes de cadre et aussi sur les postes des conseils d'administration. En réalité, dans beaucoup d'entreprises, c'est pas forcément bon. Il y a la question des cadres, mais il y a aussi la question des conseils d'administration qui sont souvent dirigés majoritairement par des hommes. Et finalement, là, ça veut dire que c'est la question du pouvoir, en fait. Oui, tout à fait. Oui, mais je dirais que lorsque les hommes arrivent à des postes de présidence, ils ont 45 ans. Donc, les femmes à 45 ans sont quelquefois un petit peu dégagées des tâches maternelles, je dirais. Donc, là, à ce moment-là, il y a plus ou moins une égalité qui peut se créer. Parce que les hommes n'arrivent pas chef d'entreprise, enfin chef enfin directeurs généraux, les directeurs généraux, la moyenne d'âge n'est pas de 30 ans. Elle est plus importante. Donc les femmes peuvent rattraper à ce moment-là. Parce que c'est souvent quand les enfants sont en bas âge que l'on est pris par les… Bien, vous voulez parler d'autre chose? Allez, peut-être. J'avais trouvé l'article très intéressant que je ne vais plus retrouver. Je ne l'ai pas pointé. Alors là, je vais vous lire un article qui m'a amusé, qui est un article tiré des Échos. C'est un point de vue. Hein, c'est pas. Ce sont deux responsables. L'un étant président du syndicat des énergies renouvelables et l'autre est président de France Bois Forêt. Alors, voilà ce qu'ils disent. Alors, l'article s'intitule « Le bois, un atout majeur pour décarboner ». L'utilisation du bois comme source d'énergie interroge. Est-ce un choix pertinent pour réduire nos émissions de gaz carbonique? Est-ce vraiment durable? Voici 3 éléments qui peuvent éclairer le débat. En France aujourd'hui, on ne récolte pas de bois pour produire de l'énergie, mais pour construire des maisons, construire des meubles, fabriquer des emballages. C'est ce qu'on appelle le bois d'œuvre. La production d'énergie intervient en bout de chaîne par valorisation des parties de l'arbre qui n'ont pas d'autres débouchés. Mesurer l'impact carbone du bois au seul prisme de son usage énergétique serait donc un contresens, car si le bois absorbe le carbone, il est un puits à carbone, c'est à la fois parce qu'il remplace un
un matériau plus énergivore comme le béton, l'acier ou le plâtre, et parce que le bois lui-même se substitue à des énergies fossiles en tant que combustible. Et de plus, les professionnels indiquent que la combustion du bois émet moins de gaz carbonique que le bois n'en capte durant la croissance de l'arbre. Puisque, vous le rappelez, l'essentiel du bois est utilisé comme bois d'œuvre et non comme bois de chauffage. Deuxième point, en France, les prélèvements représentent moins de 60% de l'accroissement naturel de la forêt, qui grandit d'environ 85 000 hectares par an. Donc, alors, ils ajoutent, la surface de la forêt en France a doublé depuis 1850. L'homme a besoin de la forêt pour son bois, sa biodiversité, le puits à carbone qu'elle constitue, les paysages. La forêt a aussi besoin de l'homme, car face au changement climatique, une intervention humaine est nécessaire pour l'entretien des forêts. Là, ils disent que la quasi-intégralité du bois énergie en France sert à produire de la chaleur renouvelable, seule ou conjointement avec l'électricité. Or, nos besoins en chaleur, soit 42% de notre consommation énergétique, restent couverts à près de 80% par des énergies fossiles. Le bois constitue donc un levier essentiel pour décarboner notre production de chaleur. C'est pourquoi la stratégie nationale bois-carbone prévoit de réserver dans les années à venir l'usage de la biomasse de bois à la production de chaleur. De toute façon, même une hausse, l'essentiel c'est que cet usage ne s'accompagne pas d'une hausse supérieure à la croissance de la forêt et que ce soit évidemment à ce titre un usage de bois en fin de vie ou hors forêt. Voilà. Alors j'ai essayé de voir un peu quelques éléments. La forêt représente en France 31% du territoire national. Je n'imaginais pas que ça représentait une telle importance. La moitié de cette superficie est réalisée par des peuplements d'essence d'une seule espèce, d'une seule essence. Le tiers comporte 2 espèces et 16% plus de 2 espèces. Le volume sur pied de la forêt représenterait 2,6 milliards de mètres cubes, composé à 64% de feuillus et à 36% de conifères. Les forêts appartiennent pour les 3/4 à des propriétaires privés et 10% des forêts domaniales, le reste étant des forêts de collectivités territoriales. Mais la propriété privée est très fractionnée puisqu'elle se répartit entre 3 500 000 propriétaires pour une moyenne générale de 2,6 hectares par propriétaire. Mais sur ces 3,5 millions de propriétaires, 2,6 millions ont moins d'1 hectare de forêt. Alors, ont été créés en 1963, des centres régionaux de la propriété forestière qui donnent des conseils et des techniques juridiques. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les forêts domaniales ont une surface moyenne de presque 1200 hectares. Et elles sont particulièrement nombreuses dans le nord de la France, dans le nord-est de la France, en particulier dans les Vosges. Voilà. Alors, évidemment, ce serait intéressant de bien exploiter cela, mais il faudrait arriver à faire des regroupements, soit des regroupements de propriétés, soit trouver des systèmes, des structures juridiques qui permettent d'exploiter correctement la forêt dans la mesure où elle est exploitable. Parce que ce que l'article ne dit pas et ce que je n'ai pas trouvé, c'est dans quel terroir se situe la forêt. Parce que lorsque les forêts sont dans des zones très pentues ou très accidentées, leur exploitation est quasiment impossible. Enfin, je trouvais cet article intéressant quand même parce que c'est un élément, compte tenu de la progression de la forêt en France, c'est un élément qui pourrait permettre à certains égards d'améliorer à la fois l'autosuffisance énergétique pour une partie de nos besoins et aussi la situation au regard de la situation générale, au regard de la production de gaz à effet de serre et notamment de gaz carbonique.
Voilà, à vous la parole, si ça vous inspire. Oui, je ne sais pas quelle est la part du bois dans notre production énergétique, mais je suppose qu'elle est quand même assez faible. Oui, elle est sans doute très C'est quand faible. même un problème mineur, à mon avis. Pardon? Un problème mineur. Oui, c'est un problème mineur, sauf que si il faut bien trouver le moyen de remplacer notre chauffage aux matières fossiles qui produit beaucoup de gaz carbonique. Revenir au bois, c'est très mauvais. Le chauffage au bois est très mauvais pour l'environnement. Dans la région parisienne, le chauffage des cheminées, enfin, le chauffage avec les cheminées a été interdit dans certaines. Oui, c'est pas bon. À cause des particules Interdit fines. à Paris. Mais c'est parce que ça produit des microparticules, je crois. Oui, les particules fines. Particules fines, c'est ça. Bon, on passe? Ça ne vous intéresse pas? C'est très intéressant. Mais je pense qu'il est mieux d'utiliser le bois pour faire des meubles, pour Il y avait un article un peu paradoxal, mais je l'ai lu, puis j'avais acheté un certain nombre de journaux sur l'électricité. Un article que j'ai trouvé un peu paradoxal, et j'aurais aimé en parler, échanger avec vous là-dessus, puis je ne l'ai pas retrouvé, alors je ne peux pas en parler. Parce qu'il y a le groupe, quand même, actuellement, notre production électrique est réalisée à concurrence, je crois, de 75%, quelque chose comme ça, 75. l'électricité d'origine nucléaire. Et le fonctionnement des usines nucléaires pose quand même quelques questions quant à la sécurité et quant aux déchets dont le traitement n'est pas clairement n'est pas connu en fait. Alors, on se contente de les enfouir, on se contente, enfin, dans certains cas, malgré l'opposition de la population, et sans savoir véritablement si on n'enfouit pas des bombes à retardement dans le sol qui. Attention, quand on dit enfouir, c'est pas. Quand on dit qu'on les enfouit, on les met pas dans un trou comme ça. Hein. Ah ben, je sais bien. Non, nous sommes d'accord. Elles sont enfouies dans des galeries, elles-mêmes conditionnées dans des emballages de béton, hein, dans des fûts, et puis les fûts sont même protégés, je crois. Hein? Tout à fait, oui. Oui. Mais ceci étant, on abandonne pour les générations futures ces déchets qui sont extrêmement dangereux, en fait. Qui sont dits extrêmement dangereux. Je n'ai pas de compétences particulières pour apprécier leur danger. Oui, pour l'instant, on ne voit pas très bien comment on peut faire autrement. À part peut-être le solaire. À part peut-être le solaire. L'énergie solaire. Oui, mais justement, parce qu'il y a le solaire et il y a l'éolien. Alors, l'éolien en mer. L'éolien en mer. L'éolien en mer. Apparemment, nous avons pris beaucoup de retard en la matière. À cause de nombreux recours qui ont été déposés contre les permis d'exploitation qui ont été délivrés, notamment par les pêcheurs, je crois. Et je m'interrogeais sur le solaire. Est-ce que la production de panneaux solaires n'entraîne pas des dépenses de matériaux rares ou de terres rares ou de métaux rares qui, en fait, polluent tout autant? Parce que c'est une des grandes discussions pour les voitures électriques, c'est que finalement, les accumulateurs qui sont nécessaires pour ces voitures, en fait, ont une production qui est elle-même polluante, etc. Enfin. Bon, je passe au suivant et on s'arrêtera là alors. J'avais quelque chose qui m'avait intéressé, mais je n'ai pas trouvé d'éléments à vous soumettre. C'était sur Wikipédia. Mais bon, si ça vous intéresse, on peut en parler. Là, j'avais un dernier article sur le piratage. Un article, je ne sais plus dans quoi je l'ai pris, dans Le Monde. Depuis une semaine, une attaque informatique hors norme infecte des centaines de milliers, voire des millions d'ordinateurs sur la planète. Les assaillants se servent d'une faille dans le logiciel de courriel de Microsoft
exchange, très utilisés dans les entreprises. Une fois entrés, ils volent les données, voire installent des logiciels malveillants. Il y aurait aux États-Unis environ 60 000 victimes, notamment des petites sociétés, mais aussi des administrations, des banques, des compagnies d'électricité. L'attaque intervient quelques mois à peine après celle visant SolarWinds, un logiciel assez répandu dans les entreprises, qui a fait celui-là une centaine de victimes. Il semblerait, selon une personne qui apparemment est compétente dans la matière, que les attaquants aient mené une première offensive très discrète visant des cibles sensibles à espionner. Puis dans un deuxième temps, peut-être pour semer la confusion, ils ont brutalement industrialisé le processus. Les robots fouillent désormais l'Internet à la recherche de logiciels présentant des failles. Une fois les failles découvertes, ils intègrent les logiciels et introduisent les font dysfonctionner. Alors, ils indiquent que Microsoft a mis les bouchées doubles pour consolider les brèches, mais que cette course-poursuite ne sera jamais gagnée, puisque chaque fois qu'on trouvera une faille, il faudra de nouveau remettre en place. Alors, l'auteur de l'article s'interroge sur ces nouveaux délinquants. Il semble que Microsoft mette en cause un gang soutenu par les Chinois et disposant de serveurs sur le sol américain. Alors, l'article se conclut ainsi: le logiciel et l'Internet ont conquis le monde, mais généré une nouvelle criminalité de nouveaux champs de bataille. La solution, selon Microsoft, passe par plus de connectivité, notamment par le cloud, c'est le nuage, afin de diffuser le remède plus rapidement. Mais, disent les auteurs de l'article, elle accroît l'interdépendance des systèmes et donc leur vulnérabilité, de sorte que la technologie devient une course sans fin. Alors, à cela, je rattache le fait divers d'il y a 2 jours, je crois, qui est l'incendie du centre de stockage de données à Strasbourg. Alors, le moyen d'entrée, en fait, ce que j'ai relevé, hein, c'est le moyen d'entrée, c'était le logiciel. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la caractéristique des logiciels piratés sont des logiciels de large utilisation. Par conséquent, est-ce que la parade ne consisterait pas, la parade plutôt utilisée par les sociétés et de faire une mise à jour corrective, mais en réalité, cette mise à jour, elle ne remédie pas la chose, simplement, elle arrête une attaque en cours, mais est-ce que les logiciels de faible utilisation, c'est-à-dire des logiciels en quelque sorte adaptés à telle ou telle opération, tel type d'opération, ne seraient pas plus efficaces, enfin moins vulnérables plutôt, et moins facile à attaquer, puisque pour attaquer un logiciel et faire l'investissement qui consiste à rechercher la faille du logiciel, il faut avoir l'assurance qu'à l'autre bout, on aura des centaines ou des milliers de logiciels à pirater, par conséquent, soit des demandes de rançon ou divers bénéfices sous forme d'espionnage, etc. Alors, dans la lutte contre la cybercriminalité, on voit bien ce que sont les limites de la souveraineté nationale et de la territorialité de la loi pénale, puisque, en fait, la plupart, avec la dématérialisation, tous les agents agissent depuis l'étranger. Il faudrait une collaboration internationale, une coopération pénale internationale à ce titre, mais cette collaboration ne sera sans doute jamais obtenue dans la mesure où précisément certaines puissances utilisent ce vecteur pour procéder à de l'espionnage. Alors, voilà. Je crois que Pardon ? Dans la bagarre entre les voleurs et les gendarmes, les voleurs ont toujours un pas d'avance. Ils sont toujours en avance. Ça a toujours été comme ça. Et dans la cybercriminalité, c'est la même chose. Ils sont toujours en avance. Et les gendarmes le savent. Et c'est pour ça qu'ils embauchent des voleurs. Parce qu'ils sont bien au courant. Donc, ça ne se terminera jamais, ça. Plus on sophistique les défenses, plus on met des barrières, mais plus les voleurs vont travailler pour y arriver, et ils sont en général au moins aussi bons que les gendarmes.
Je suis d'accord. C'est bon. Je suis d'accord. Mais ce que j'ai observé, Didier, c'est que les logiciels piratés étaient des logiciels de large diffusion. Non, c'est pas vrai. Parce que lorsque le Pentagone a été, il y a longtemps déjà, hein, Oui, mais le Pentagone, parce qu'il représente en lui-même un intérêt majeur. Oui. Mais les logiciels de rançon, plutôt les gens qui s'introduisent pour obtenir des rançons, ils ne s'attaquent pas au Pentagone. Non, c'est d'accord. Mais enfin, ils s'intéressent par exemple aux hôpitaux. Voilà. Ils peuvent s'intéresser aux hôpitaux, ils peuvent s'intéresser aux grandes entreprises aussi. Qu'en pense Pierre? Pierre ne pense rien. Pierre est comme le professeur Delfrécy, il va dire quelque chose d'aberrant. Alors, on t'écoute, ça nous fera. On ne parle pas de virus, mais on parle d'attaque. Et je pense qu'avoir du sur-mesure, c'est très bien. Ne pas utiliser le prêt-à-porter en informatique. Et le prêt-à-porter, c'est tout ce qui concerne Microsoft et les GAFAM. Avoir ses logiciels propres. D'accord, mais comment est-ce qu'on peut avoir un logiciel propre? On peut programmer un Excel. Les open source existent. Il y a des gens qui se réunissent, etc. Mais les open source également sont répliqués comme le virus. Ça se réplique. D'accord. Et il y a beaucoup d'utilisateurs. Autrement dit, il n'y a pas de remède. Pas trop. Les gens qui utilisent les Mac, en général, ne sont pas piratés. Parce que ce n'est pas intéressant. Le jour, si par exemple tout le monde se mettait à avoir un Mac chez soi, à ce moment-là, les voleurs s'attaqueraient au problème et les gens ne seraient pas du tout protégés. Et c'est là que certaines entreprises embauchent d'anciens hackers, c'est-à-dire des gens qui vont au-devant et qui deviennent vertueux, quoi. Exactement. Oui. Voilà. Ce sont les repentis de la mafia. Oui. Bon, mais c'est décourageant ce que tu nous dis, Pierre. Je ne sais pas ce qui s'est dégagé comme particules à Strasbourg. Ce qu'il y a, c'est que 3% des sites, je ne sais pas si ce sont des sites mondiaux ou des sites français uniquement, étaient chez cet hébergeur. Oui. Et actuellement, il y a justement un site de statistiques concernant le Covid qui ne fonctionne plus. Oui. Et des données de datagouv.fr, le site. Alors, j'ai regardé ce matin si ce n'était pas notre hébergeur ou à 32 et j'ai été rassuré. J'ai pu me connecter ce soir. On peut faire confiance à Irène. Merci Irène. Merci Irène, d'accord. Donc finalement, il n'y a pas de remède. Parce que même d'après ce que si je comprends. Tu es chez toi, tu vas jouer le serrurier, tu vas mettre un petit verrou, tu vas arrêter le petit délinquant, quoi. Oui. Et puis celui qui est un peu plus débrouillard, il va rentrer, quoi. Bien sûr, toujours. Oui. Sauf si tu. Mais si ton ordinateur n'est pas branché sur Internet. Ah, ben là, oui. Tu es autonome. Mais il faut savoir se désinternetter. D'accord. D'accord. Non, mais là, on peut même plus se causer, là. D'accord. Ça voudrait dire renoncer à l'agrément de ces soirées où nous nous retrouvons, ce qui serait quand même une forte punition. Ça serait très frustrant. Bon, ben écoutez, je suis désolé, hein, j'ai l'impression d'avoir... Mais ça ne m'inspirait pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, j'étais fatigué ou quoi. Ben moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Comme d'habitude, on a appris plein de choses en plus. C'était super. Merci beaucoup. Il y avait un article intéressant sur Wikipédia, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas trouvé. Oui. Mais alors, j'ai rien trouvé à dire. Parce que j'ai trouvé l'article intéressant. Je vous le lis rapidement, ce sera une manière d'aller se coucher après. Et c'est tôt. Oh non. Il fut à la mode dans les années 2000 de critiquer cette pseudo-encyclopédie. Il s'agit donc de Wikipédia, ou de prédire qu'elle serait oubliée 2 ans plus tard. Aujourd'hui, forte de 56 millions d'articles en 300 langues,
dont 2,3 millions en français, Wikipédia a pris la place qu'occupait l'Encyclopédia Universalis ou le Quid d'antan. La majorité des lecteurs connaissent mal le fonctionnement de ce site miraculeux, seule entité non commerciale parmi les sites web les plus visités au monde, gratuite, sans publicité, offrant une production librement réutilisable, n'aspirant pas les données personnelles financées par des dons. Alors le livre, c'est à propos d'un livre, hein, c'est un monsieur qui a écrit un livre là-dessus. Ils disent, le livre présente les spécificités méconnues, absence de rédacteur en chef, prépondérance du consensus dans la communauté wikipédienne, ou encore nombre assez faible de contributeurs réguliers. Ainsi, en français, 5000 personnes font plus de 5 modifications par mois et 800 plus de 100, ce qui est peu rapporté aux 25 à 30 millions de visiteurs uniques qui consultent Wikipédia en France chaque mois. Il y a aussi une conception relativiste du savoir. On ne considère pas sur Wikipédia que des connaissances méritent d'être diffusées ou d'autres pas. Mais, nous dit l'auteur de l'article, tous ces articles n'occupent pourtant que 20% du site. La partie immergée de celui-ci, la partie non accessible de celui-ci, sont les pages de discussion, les forums internes, les débats. Autre caractéristique, la transparence quasi absolue. Chaque modification ou presque, qu'il s'agisse d'une virgule ou d'un article entier, est archivée et accessible. Tout le monde peut consulter toutes les contributions d'un internaute donné. Des musées et des bibliothèques se servent aussi de Wikipédia pour diffuser gracieusement des collections d'œuvres numérisées. Il y a notamment 69 millions de fichiers images ou sons. Partenariats ont été noués avec des institutions culturelles comme le Château de Versailles, le Centre Pompidou, le Musée national du Moyen-Âge. Si Wikipédia est un rare cas d'utopie réalisée, l'auteur ne cache pas ses limites, le contenu reste celui du monde occidental, les cultures orales y sont sous-représentées et les différentes subjectivités nationales peuvent ressortir d'une version à l'autre d'un article, et de citer le cas de l'article consacré à Roman Polanski, suivant que c'est dans la version française ou dans la version anglaise. Voilà. Alors, ils disent ils concluent en disant que les Wikipédiens ont encore de vastes chantiers devant eux et chacun de nous peut y contribuer. Donc, bonne chance à chacun de vous. Et ça m'intéressait, mais je n'ai pas trouvé de questionnement à vous présenter à ce sujet, donc je le laisse comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant, et qui remplace. Enfin, Didier a l'air de connaître. Bah, Wikipédia, non, je ne connais pas. Je connais comme tout le monde, pas plus. Hein. Oui, voilà, tu la connais comme utilisateur. C'est tout extraordinaire. Oui, moi je m'en sers beaucoup aussi. Je trouve que c'est incroyable ce qu'on peut trouver et accessible par rapport à l'Encyclopédia Universalis où il fallait prendre son volume, chercher tout ça. Je trouve que c'est plus facile d'accès. Puis alors, il y a aussi... à plusieurs personnes, personne n'en a voulu. Hein. Je n'ai pas compris ce que tu avais dit, Didier. L'Universalis est complètement dépassé. Personne n'en veut. Ou alors, c'est pour caler des vieilles armoires, vous glissez les volumes dessous. Oui, mais c'était une époque où on l'achetait. Moi, je l'ai, toujours. Il y a des choses... En plus, c'était pas commode du tout, parce qu'il fallait lire le corpus de base, plus tous les additifs spontanés. Oh, c'était compliqué comme tout. Oui, mais c'était une mode à ce moment-là. Oui. Avec ça. Après, je pense que ce n'est pas exactement la même chose que l'encyclopédie, parce que l'encyclopédie retrace l'histoire complète des choses. Ce n'est pas toujours le cas de Wikipédia, en fait, où des fois les articles, d'ailleurs, ils le disent ouvertement, des fois ils sont incomplets. Là, c'est marqué manque de sources. Oui, justement, c'est honnête, ça. Ils sont critiques à l'égard d'eux-mêmes. Oui, ça rassure d'une certaine façon. Oui, c'est leur spécificité, ça. Ce que je trouve bien aussi, c'est je crois que ça s'appelle des liens hypertextes, c'est-à-dire les liens qui permettent, sur une thématique déterminée, d'accéder à une autre et de compléter l'information. Oui, tu es à 14h et à 18h, tu y es encore. Il n'y a plus de couvre-feu. Oui, ça, Catherine te dirait, cher Pierre,
c'était pareil quand j'ouvrais un dictionnaire ou une encyclopédie. Oui, pareil, on va d'un article à l'autre. Exactement. Exactement. C'est plus sportif, le dictionnaire. Voilà. Ok. Il y a un outil sur Internet qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je pense que Catherine doit le connaître et sans doute Nadine aussi. C'est CNRTL, Centre national de ressources textuelles et lexicales. Et souvent, c'est très intéressant quand on cherche l'étymologie des mots, des synonymes, quand on cherche le sens des mots avec les vieux sens il y a un certain nombre de siècles sur des mots. Et je trouve que ça peut souvent être intéressant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Une autre source qu'on trouve sur Internet et qui est très intéressante quand on aime la peinture, c'est Web Gallery of Arts, WGA. Et par ce site, on peut vraiment accéder à toute la peinture médiévale européenne, c'est restreint à européenne et américaine, je dirais du Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19e à peu près. Et c'est très, très bien fait. Ah oui, nous irons voir. Ah oui, vraiment, ça vaut la peine. Oui. Et les prises de vue sont bonnes? Oui, elles sont très bonnes et surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'on peut zoomer. Ah oui, d'accord. On a du détail. Et ça, c'est quand même... Oui. C'est chouette. Alors, bien sûr, on n'a pas la présence de l'œuvre, ça. Oui, donc quelquefois, il y a certains, enfin, ça arrive peu souvent, mais je me souviens de quelques tableaux que j'ai vus au naturel, en quelque sorte, que j'ai vus en reproduction, et il n'arrivait pas à rendre. Je me souviens d'un tableau de Hogarth en particulier, ou un tableau de Raoux qui est au musée Fabre à Montpellier, où les couleurs, en particulier un orangé, absolument ne passe pas, en quelque sorte. En reproduction, ne passe pas. Oui, alors ça, c'est vrai que les couleurs informatiques, disons, ne sont pas les couleurs des peintres. Rien ne remplace l'original. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant de se donner une idée de la production d'un... Oui, tout à fait. Et puis alors, c'est intéressant aussi, sans doute, quand on lit des livres spécialisés. Pascal. Oui, un partage. Je me souviens de... C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc, on a le temps. Mais je me souviens la lecture de livres de Daniel Arras ou d'autres personnes comme ça. Et quand on n'a pas le tableau sous les yeux, on est un peu perdu. C'est très difficile. Alors qu'effectivement, si j'avais connu ce site, j'aurais pu effectivement avoir le tableau à l'écran et en même temps lire le livre et mieux comprendre et mieux suivre les développements de l'auteur. Ah ben vous allez reprendre Arras. Voilà, je vais reprendre Daniel Arras. Bon, écoutez, je vous souhaite... merci infiniment, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Non, mais je n'étais pas inspiré. Je suis désolé, j'étais vraiment pas très inspiré. Mais si, non, mais attends. C'était bien. C'est de changer d'heure. Pardon? C'est de changer d'heure qui vous a perturbé. Ah non, pas du tout, Françoise. Non, pas vraiment. Pas vraiment, c'est pas un problème d'heure. C'est comment dire? Je sais pas, la moisson journalistique n'était pas conforme à votre attente. Je n'accrochais pas avec. Bon, mais l'actualité est quand même lourde. Hein. Il y a eu beaucoup de... Oui, mais justement, j'ai un peu renoncé à parler de l'actualité. Il y avait... Bon, j'aurais aimé en parler peut-être. J'ai hésité à parler du voyage du pape en Irak. Il y avait des choses intéressantes qui avaient été dites. Il y avait aussi la commémoration de la catastrophe de Fukushima qui faisait l'objet d'articles intéressants. Bon, c'est vrai. Il y avait des choses, mais il y avait des choses un peu lourdes. Alors c'est lourd. C'est pas très gai tout ça. Oui. Non. Mais bon, la vie est ainsi. La vie est en ce moment. Bon. Et encore, ne nous plaignons pas, loin de là. Nous sommes tous bien portants. Nous n'avons pas de problème. Pour le moment, oui. Hein? Catherine me dit d'arrêter. Alors, j'arrête. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit.
Bon appétit à Pascal. Je ne sais pas s'il a eu le temps de dîner, Pascal. Et bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Et je vous rappelle notre rendez-vous pour jeudi prochain avec Claude Pitot, qui va nous parler de l'espace photographique. Et samedi, nous avons notre rendez-vous du samedi théologique à 10h. D'accord. 10h. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir.